Étudier la littérature à travers les siècles est quelque chose d'absolument passionnant. C'est un peu comme une enquête où on doit à la fois trouver des informations par rapport au contexte historique, évidemment du coup politique, au contexte aussi géographique, à la vie de l'auteur, à l'ensemble de son œuvre et à l'écrit en lui-même et plus précisément encore si on fait vraiment une analyse d'un texte spécifique à ce texte-là particulièrement. Mais parfois, ça peut aussi être un peu déprimant quand on se rend compte qu'en fait, les bêtises humaines se reproduisent encore et encore à l'infini, parce que l'on donne l'impression d'être absolument incapable d'apprendre des erreurs des siècles passés. Grâce à ce texte issu de Microméga de Voltaire, nous allons pouvoir passer ensemble en revue plusieurs notions qui me semblent plus que jamais au goût du jour et sur lesquelles Voltaire nous invitait déjà à réfléchir il y a plusieurs siècles, telles que les prétentions et présomptions humaines, l'intolérance, la vanité, l'orgueil, l'extrême disproportion, l'anthropocentrisme, auxquels vont venir répondre la tolérance, le relativisme, le cosmopolitisme et finalement la modestie ou tout simplement l'humilité. Et nous parlerons de la dénonciation que fait Voltaire dans Microméga de la guerre austro-russo-turque qui a eu lieu entre 1735 et 1739. Commençons d'abord par lire le texte. Ô atomes intelligents, dans qui l'être éternel s'est plu à manifester son adresse et sa puissance. Vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe, car ayant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur, mais il est ici sans doute. À ce discours, tous les philosophes secouèrent la tête, et l'un d'eux, plus franc que les autres, avoua de bonne foi que, si l'on en excepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. Nous avons plus de matière qu'il ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière, et trop d'esprit, si le mal vient de l'esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure que je vous parle, il y a 100 000 fous de notre espèce couverts de chapeaux, qui tuent 100 000 autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use de temps immémorial? Le Syrien frémit et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelques tas de boue grands comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font égorger prétendent un fétu sur ce tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartiendra à un certain homme qu'on nomme sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s'agit, et presque aucun de ces animaux qui s'égorgent mutuellement n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge. Donc, première étape de cette enquête qui doit faire partie de toute analyse de texte, c'est le contexte. Donc là, on a Voltaire, 1604 à 1778, qui se trouve évidemment en plein siècle des Lumières, 18e siècle. Donc le siècle des Lumières, c'est le siècle de l'encyclopédie, avec Diderot, Rousseau, d'Alembert, Montesquieu et évidemment Voltaire. D'ailleurs, juste comme ça pour faire une petite parenthèse, à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» qu'on avait posée à Emmanuel Kant, qui est tout grand philosophe allemand du siècle des Lumières, il avait répondu, je trouve très, très beau,
Qu'est-ce que les Lumières, en allemand Aufklärung? C'est la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir, sans la direction d'autrui. Sapere aude. Ose penser en latin. Et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà, ça c'est une partie de ce qu'avait répondu Kant, et donc ça c'est la devise du siècle des Lumières. Le ose penser et le courage de te servir de ton propre entendement. C'est magnifique. Et quel programme, si seulement on le suivait. Maintenant donc, si on se concentre sur l'œuvre de Voltaire, on a un texte de Microméga, publié en 1752. Microméga est un conte philosophique, une grande spécialité de Voltaire. Il avait publié avant Zadig et après, bien évidemment, le très 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 connu, très fameux Candide, dont nous avons fait un épisode que vous pouvez aller regarder, et l'ingénu qui suit encore Candide en 1767. Le genre du conte philosophique, c'est un genre assez particulier parce que ça reste un conte, mais néanmoins, bien, disons, au-delà d'amuser et de distraire le lecteur, le conte philosophique est maître dans la dénonciation et la satire des institutions et de personnes connues et moins connues, ou même simplement du genre humain, comme on le verra là dans Microméga. Pour continuer la mise en contexte, donc on part toujours du plus général au plus précis. Maintenant, donc, on peut parler de Microméga et en faire un bref résumé. Donc, Microméga, c'est un géant qui vit sur l'étoile qui s'appelle Sirius. Micro, si on s'intéresse juste un peu à l'étymologie de ce nom de personnage, qui est intéressante parce que c'est micro, ça veut dire petit en grec, méga, ça veut dire grand. Donc on a dans tout le conte une sorte de jeu au niveau des proportions entre le microscopique et le macroscopique. Et d'ailleurs, pour une fois, la race humaine sera microscopique. Et d'ailleurs, Microméga aura du mal à les voir. Puisque Microméga mesure 40 km de haut, ce qui rappelle quand même le Gargantua de Rabelais, 1534, et aussi Gulliver de Swift, publié en 1726. Pour en revenir au résumé, donc, Microméga va faire un petit voyage interplanétaire où il va faire différentes rencontres qui vont permettre à Voltaire de faire de la satire et une critique de plusieurs choses, mais ici ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est la satire, la critique qu'il va faire de la race humaine. Au cours de son voyage, il va rencontrer un habitant de la planète Saturne, donc un Saturnien, qui va devenir un peu son compagnon de route, comme on avait pu avoir Candide et Pangloss dans Candide, du coup. Là, on aura Microméga et le Saturnien, et c'est ces deux-là qui vont en fait aller rencontrer l'espèce humaine et leur donner une petite leçon plus que nécessaire de tolérance, de sagesse, de relativité et finalement surtout d'humilité. Avec tous les personnages principaux des contes philosophiques de Voltaire, comme Candide ou le Huron de l'ingénu ou ici Microméga, en fait ils abordent le monde sans préjugés, avec une certaine forme de naïveté en fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que au contraire de ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire que très souvent ce sont les hommes, l'espèce humaine, qui part à l'aventure et qui va dans d'autres mondes, qui se retrouve face à quelque chose d'étrange, d'étranger, donc d'extraordinaire, et qui, on l'espère, mais c'est pas toujours le cas, leur permet ou les remet à leur place d'hommes.
Mais ici, en fait, on a une autre perspective parce que ce ne sont pas les hommes qui vont à la rencontre d'autres mondes, mais ce sont des extraterrestres qui, en fait, étudient et jugent l'espèce humaine. Donc, il y a une grande objectivité, une certaine forme de pureté, et grâce à ça, on a une virulence beaucoup plus forte de la critique que fait Voltaire de l'espèce humaine. Ça permet de prendre vraiment du recul. Il y a une mise à distance grâce à ça qui permet de critiquer encore mieux. Nous n'allons pas faire une analyse de texte dans le moindre détail. L'idée ici, c'est vraiment de prendre quelques éléments pour faire ressortir certaines choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et aussi, disons, de pouvoir, grâce à ce texte, parler de l'œuvre Microméga dans son ensemble et bien évidemment de ce que dénonçait Voltaire déjà à l'époque, au XVIIIe siècle. Donc maintenant, si on se concentre vraiment sur le texte, alors là, quand il dit « ô atome intelligent », évidemment les atomes, c'est nous, c'est l'espèce humaine qui est constamment rabaissée dans Microméga. L'homme, ou disons le genre humain, est traité d'insectes, et toujours avec le terme petits insectes, de petites mythes, et même les philosophes sont traités de mythes philosophiques. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la dernière partie, c'est-à-dire à partir du « savez-vous bien » par exemple qu'à l'heure que je vous parle. Donc si on donne quelques détails par rapport à ça, ici Voltaire dénonce la guerre austro-russo-turque de 1735 à 1739, et cette guerre avait comme enjeu principal la conquête de la Crimée, c'est-à-dire la péninsule là qu'on trouve au sud de l'Ukraine. Alors je ne suis absolument pas spécialiste de ce genre de choses, cependant pourquoi cette agitation autour de la Crimée qui a généré beaucoup de conflits, c'est simplement parce qu'elle représente un accès à la mer Noire et donc stratégiquement c'est hyper intéressant. Les guerres russo-turques ont été en fait extrêmement nombreuses. Il y en a eu 11 entre 1568 et 1878. Et il y a eu 2 guerres austro-russo-turques, celle que Voltaire dénonce, de 1735 à 1739, et une autre plus tard, de 1787 à 1792. Quand il parle des animaux couverts d'un turban, il fait référence ici aux Turcs. Et par César, il fait référence en fait à Tsar, c'est-à-dire à l'empereur russe, parce que Tsar est le titre qui est porté par les empereurs russes, qui vient en fait du latin Kaiser, et qui a d'ailleurs aussi donné le nom allemand Kaiser. Et finalement, à la fin, quand il dit « n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge », par animal, en fait, là, il parle du souverain, c'est-à-dire de celui qui règne, donc de celui qui dirige les pays, en fait, qui s'égorgent mutuellement, en d'autres termes. Voltaire dénonce, pas seulement dans Nicoméga, aussi par exemple dans Candide, l'horreur et surtout finalement l'absurdité de la guerre qui pour lui n'a rien d'héroïque. C'est une barbarie destructrice et qui de nouveau pour lui ne peut pas aller de pair avec une civilisation qui progresse. Les guerres sont ridicules à l'échelle de l'univers et ces guerres ont lieu uniquement parce que la race humaine se prend pour bien plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Quand Microméga quitte la Terre, il est d'ailleurs, je cite, fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. C'est joliment dit. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, au final? La première chose qu'il est important de mentionner, c'est en fait la démarche empirique qu'utilise Microméga pour comprendre l'espèce humaine, c'est-à-dire en fait par empirisme, on veut dire quelque chose qui est fondé sur l'expérience, et donc
pas rester sur une impression de départ, c'est-à-dire vraiment passer au-delà des apparences. Parce que pour Voltaire, les préjugés sont condamnables dans le sens où ils mènent à l'erreur et surtout à l'intolérance. De plus, l'orgueil humain et ce sentiment de supériorité qui l'habite, ce que l'on appelle donc la présomption humaine, semble ne pas avoir de limite. Il y a d'ailleurs une citation dans Microméga qui en témoigne. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes. Il leur soutint que leur personne, leur monde, leur soleil, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. Et au fond, ce que Voltaire dénonce, au-delà de la guerre, parce que la guerre est une conséquence de cela, c'est en fait l'anthropocentrisme. Et qu'est-ce que signifie l'anthropocentrisme? Alors, si on fait un peu d'étymologie, en grec, anthropos, c'est l'homme. Donc, anthropocentrisme, c'est mettre l'être humain, l'espèce humaine, au centre de tout. Petite parenthèse, je parle beaucoup d'étymologie parce qu'en fait, le grec et le latin, bien qu'on ne les enseigne plus, et c'est quelque part assez dommage parce que ça permet de comprendre des termes qui paraissent un petit peu compliqués comme ça à la base, mais finalement, c'est quand même assez compliqué de comprendre sa propre langue quand on n'en connaît plus les racines. C'est valable pour tout d'ailleurs. Mais pour autant, l'anthropocentrisme n'a rien de nouveau, parce qu'en fait, c'était déjà le symbole de l'humanisme qui est un élan qui est né principalement lors de la Renaissance qui est un vaste mouvement culturel qui a eu lieu en Europe entre les 15e et 16e siècles. Bien que le terme d'humanisme et ce qu'il désigne ait évolué au fur et à mesure, mais les valeurs ont toujours tourné autour de cette notion que le bien-être humain passe avant toute chose. C'est-à-dire que, alors la Renaissance, c'est clair, c'est l'estime et l'amour de l'humanité dans toute sa splendeur. On célèbre la gloire de l'homme et donc dès lors, l'homme se place au centre de toutes les préoccupations. Comme humaniste célèbre, on peut évidemment citer Rabelais, Erasme, Montaigne, Budet, par exemple. Donc, avec l'anthropocentrisme, l'homme se place au centre de l'univers. Bon. C'est là que ça devient dangereux, en fait. Et on aurait dû sentir que ça allait mener à des choses abominables, finalement. C'est assez logique. Mais on est parti du principe que l'intelligence humaine qui surpasse, soi-disant, l'intelligence de toutes les autres espèces connues, on se base sur ce précepte-là, bon, nous donne raison de se placer au-dessus de toutes les espèces qui n'ont pas notre intelligence. Bon. Maintenant, l'être humain est quand même une espèce assez particulière, puisque non contente d'être déjà supérieure, l'espèce humaine, et donc les êtres humains, se permettent encore de se sentir supérieurs à d'autres êtres humains. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'égalité au cœur de notre humanité. Il y a des humanités qui comptent plus que d'autres. On peut en écraser certains et d'autres sont mis sur un piédestal. C'est quand même assez intéressant. Je veux dire, si vraiment on regarde ça d'une manière tout à fait objective, comme le fait Microméga, en observant ces petites bêtes, ces petites mythes, avec un microscope, parce qu'il a de la peine à les voir, je pense que si on faisait cet exercice de se mettre vraiment à distance et d'observer notre propre race, notre propre espèce, on se poserait quand même beaucoup de questions. On se dirait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu,
qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, Sénèque le disait déjà. Alors Sénèque, de nouveau, c'est pas tout récent, hein, ça date quand même de plus de 2000 ans. Il disait: comment alors se prémunir du destin et la folie des hommes? Et il ajoutait cette phrase qui est absolument folle, mais si juste: il n'y a que l'homme qui détruit l'homme par plaisir. Bah, ça fait réfléchir, ça aussi, quand même, hein. Parce que des petites mythes philosophiques qui s'autodétruisent, c'est quand même pas banal. Si l'homme ne se mettait pas au centre de tout, s'il ne décidait pas de sa supériorité absolue envers les autres espèces, mais aussi envers sa propre espèce, hallucinant, on n'aurait pas de guerre, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, la réponse de Microméga, et donc de Voltaire, évidemment, par rapport à tout ça, donc, en fait, que faire par rapport à cet anthropocentrisme qui est condamné par Voltaire? Ben voilà ce qu'il dit. Premièrement, il nous donne une petite leçon de sagesse et nous invite à réfléchir sur le fait que l'être humain doit appréhender l'univers dans sa globalité pour pouvoir se situer là où il faut, c'est-à-dire à sa place, parmi l'ensemble des espèces qui peuplent notre planète, qui sont quand même de plus ou moins 10 millions d'espèces connues, et donc de comprendre par là qu'il n'est pas indépendant, mais qu'il appartient à un ensemble, qu'il n'est qu'un maillon d'une chaîne, il est donc dépendant du reste des maillons, et bien évidemment donc qu'il n'est pas le centre du monde, encore moins de l'univers. Tout ça, c'est ce que l'on appelle le relativisme, et c'est ce à quoi Voltaire nous invite au travers de Microméga. Et quelque part, c'est le fait d'accepter notre modeste place parmi l'ensemble du vivant, et non pas de continuer à perpétuer cette supériorité de l'espèce humaine au détriment de toutes les autres, au détriment de notre planète, dans un sens plus large, et aussi, en fait, au détriment de notre propre espèce, tout simplement. Parce qu'en continuant dans cette voie anthropocentriste, on arrivera tout simplement à notre propre autodestruction. D'ailleurs, la suite de l'extrait de texte que je vous ai mis de Microméga, c'est la suivante. Ah, malheureux, s'écria le Syrien avec indignation. Peut-on concevoir cet excès de rage forcenée? Il me prend envie de faire 3 pas et d'écraser de 3 coups de pied toute cette fourmilière d'assassins ridicules. Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on. Ils travaillent assez à leur ruine. Parce que, en allant un peu plus loin, maintenant il y a des conséquences aussi à notre anthropocentrisme qui vont quelque part au-delà de la guerre. C'est-à-dire que en considérant que la planète était notre terrain de jeu, que ça représentait en fait uniquement un ensemble de ressources qu'on pouvait librement utiliser pour notre bien-être, on court à notre perte, en plus d'être stupide et d'avoir pu penser que ces ressources étaient infinies, illimitées. Or, comme on le sait, elles ne sont malheureusement pas. L'anthropocentrisme aujourd'hui est arrivé à son paroxysme, à tel point que on parle même de l'ère anthropocène, c'est-à-dire vraiment l'ère de l'homme, ce qui est assez fou en soi. Donc finalement, ce que nous encourage à faire Microméga et donc Voltaire, c'est de cesser de se prendre pour les rois de la création, c'est-à-dire les rois de l'ensemble des espèces sur la planète, et de trouver notre juste place parmi les êtres vivants. Et ça, en fait,
c'est les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui le biocentrisme, qui s'oppose catégoriquement à l'anthropocentrisme, évidemment. Bio, un peu d'étymologie, ça veut dire vie, et c'est un mouvement qui est apparu dans les années 2000, dont le père est Arne Næss, qui était un philosophe et qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie profonde ou deep ecology. Pour Voltaire, le cosmopolitisme représente une certaine forme d'idéal de civilisation. Qu'est-ce qu'on entend par cosmopolitisme? En fait, on va refaire un petit peu d'étymologie encore, un peu de grec. Cosmos, c'est le monde, et polites, c'est le citoyen. Ça veut dire donc être citoyen du monde. Et c'est ce qui mènerait, selon lui, à une certaine forme de civilité universelle, de curiosité à l'égard des autres, de bienveillance, de bonté. Et évidemment, tout cela implique aussi quelque chose d'absolument fondamental et dont on manque cruellement, de l'humilité. C'est d'ailleurs en quelque sorte la conclusion de Microméga. Si on prolonge un peu cette réflexion autour du relativisme, cette représentation de l'histoire de la Terre sous la forme d'une journée de 24 heures a de quoi non seulement nous faire réfléchir, mais très certainement nous remettre à notre place, puisque nous sommes apparus 1 minute et 17 secondes avant minuit, à méditer. Et pour terminer, j'aimerais juste vous lire quelques lignes d'une toute grande philosophe qui s'appelle Corinne Pelluchon, qui a publié cet ouvrage en 2020 qui s'appelle Réparons le monde, humains, animaux et nature, parce que ce sont des éléments qu'elle cite qui rebondissent vraiment avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo, qui rebondissent sur cette juste place de l'espèce humaine et ce que quelque part soulignait Voltaire à travers Microméga. Bien évidemment, il ne parlait pas encore de défi climatique, mais ça, bon, il ne pouvait pas le deviner. Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres, y compris envers les animaux, suppose un remaniement profond de nos représentations sur la place de l'humain dans la nature. Bon, c'est exactement ça. Microméga, c'est ça, quoi. C'est revoir notre représentation, donc la représentation de l'espèce humaine au sein de la nature, au sein des êtres vivants, au sein de notre planète. Prendre au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l'égard des écosystèmes permet de saisir que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Là, bon, ça rebondit aussi évidemment avec la notion de cosmopolitisme, pas uniquement, mais voilà, je trouvais intéressant de terminer là-dessus. Et puis si vous voulez faire comme Microméga, prendre de la distance pour mieux observer les étrangetés de notre espèce, eh bien faites un petit call à Elon Musk, probablement qu'il pourra vous aider. Alors à très vite dans un prochain épisode.